Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode du Geekonomist. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui obsède autant les journalistes que les hommes politiques et dont on entend parler à longueur de journal télévisé, à savoir la croissance. Quand on écoute la télévision, on a l'impression que la croissance économique est la seule mesure du succès. Un pays qui a beaucoup de croissance est un paradis et il faut tout faire comme lui, et un pays qui a une croissance faible est un enfer et il doit tout changer. Mais de quoi parle-t-on exactement? C'est la croissance de quoi d'abord? À quoi ça sert? Ce sont d'excellentes questions auxquelles nous allons apporter des débuts de réponse dans cette vidéo. Alors déjà, on parle de croissance économique, mais c'est la croissance de quoi au juste? Qu'est-ce qu'on mesure? Eh bien, on mesure la croissance du PIB. Qu'est-ce que c'est le PIB? Eh bien, c'est ça. C'est hilarant. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est un indicateur qui sert à mesurer la richesse produite sur un territoire pendant une période. En général, on calcule le produit intérieur brut d'un pays pendant un an. Il y a plusieurs façons de le calculer. La plus simple, c'est d'additionner les valeurs ajoutées de tous les acteurs économiques présents sur le territoire. La valeur ajoutée, c'est pratique, c'est l'un des seuls termes en économie qui soit vraiment clair. Par exemple, si je construis des voitures, j'achète des pièces détachées. Roues, sièges, moteur, adhésifs, scie, beaucoup d'adhésifs, et ensuite je les assemble. Quand j'assemble les pièces détachées, je leur ajoute de la valeur. En effet, c'est difficile de conduire une voiture qui n'est pas assemblée. Essayez, vous verrez. Ensuite, je vends la voiture, plus cher que ce que m'ont coûté les pièces détachées. Si je vends une voiture 100 000 € et qu'il y en a pour 50 000 € de pièces détachées, ça fait 50 000 € de valeur ajoutée. Si je vends 10 voitures dans l'année, bon, déjà, c'est pas une année terrible, et surtout, ça fait 500 000 € de valeur ajoutée sur l'année. C'est avec ça que je paye mes salaires, mes profits et mes impôts. Si on ajoute mes 500 000 € avec la valeur ajoutée de tous les acteurs économiques du pays, ça donne le PIB. Du coup, on a la valeur ajoutée, qui est ce que les acteurs économiques produisent et vendent, moins ce qu'ils achètent aux autres. La somme de toutes les valeurs ajoutées donne le PIB, qui est la valeur totale des marchandises et des biens produits en un an sur le territoire. Quand on parle de croissance économique, on parle d'augmentation du PIB. Par exemple, si on a 1% de croissance, ça veut dire que, sur la période considérée, les valeurs ajoutées de tous les acteurs économiques du pays ont augmenté de 1% en tout. C'est tout. Un dernier mot sur le PIB. C'est un indicateur qui, comme tous les indicateurs, a des limites. Il accorde beaucoup d'importance aux quantités marchandes et très peu à la qualité des produits. Par exemple, si je détruis une station-service parce que bordel de merde, 1,50 € le litre, c'est vraiment du foutage de gueule, eh bien, c'est très mal. Et c'est très con. Mais ça améliore la croissance. Ça donne du travail à ceux qui vont construire la station, aux assurances, etc. Par contre, si je crée un médicament contre le sida et je le distribue gratuitement, ça fait pratiquement pas de valeur ajoutée parce que c'est gratuit, donc pas de croissance. Pourtant, avec mon médicament, je rends service à la société et avec ma station, je casse les pieds à tout le monde. Du coup, il y a beaucoup d'économistes qui proposent d'autres choses. La commission internationale dirigée par Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi entre 2008 et 2009 a rendu un rapport avec plein de préconisations intéressantes. Il propose notamment de modifier le calcul du PIB, de prendre en compte le bien-être et la soutenabilité de l'économie. Mais attendez, on va demander l'avis des chefs d'État du monde entier. Les mecs, vous en pensez quoi? Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. S'il y avait un prix pour manque d'intérêt, par défaut il te serait attribué. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Ok. Effectivement, le truc c'est que le PIB est un excellent indicateur de puissance économique et surtout de puissance de production. C'est donc un bon moyen de comparer les pays entre eux. C'est pour ça que ça a autant de succès. En effet, si on cherche avant tout à savoir qui a la plus grosse puissance économique, eh bien c'est un excellent indicateur. Au final, le PIB ne dit rien de la société ni de l'environnement. À partir de là, on peut se demander pourquoi le discours public se focalise autant sur la croissance. Au final, la croissance, à quoi ça sert? Car parfois on entend des échanges du genre « Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, mauvaise nouvelle pour le gouvernement ». Certes, mais c'est une victoire aussi, car ça aurait pu être pire, et si c'est pas pire, c'est grâce à nous. Et au milieu, le grand public est comme ça. Ou comme ça. On ne voit pas trop ce que ça signifie concrètement, parce que le taux de croissance seul ne suffit pas. La raison pour laquelle on entend toujours parler de croissance économique, c'est que l'idée, c'est que si la production nationale augmente, tout le monde est plus riche. Ça se vérifie bien dans les pays en développement. Le cas le plus évident, c'est celui de la Chine. En 1990, selon les chiffres de la Banque mondiale, 60% des Chinois vivaient avec moins de 1,25 $ par jour, ce qui est la définition internationale de la pauvreté absolue. En 2008, ce taux est passé à 15% de la population.
Autrement dit, entre 1990 et 2008, 500 millions de Chinois sont sortis de l'extrême pauvreté. 500 millions. Et même si la Chine est un cas extrême, on observe le même phénomène dans la plupart des pays en développement. Cette évolution fondamentale et très positive a été permise par les taux de croissance de ces pays. En effet, avec 10% de croissance en moyenne annuelle, la Chine pouvait créer plein d'emplois et sortir plein de personnes de la pauvreté. De manière générale, on considère que la croissance permet de lutter contre le chômage et d'augmenter le nombre d'emplois, ce qui, vous en conviendrez, est plutôt cool. Arthur Okun, un économiste du milieu du XXe siècle, a même calculé la relation entre croissance et chômage. Il a ajouté que pour chaque pays, il y a un seuil de croissance à dépasser, sinon pas de baisse du chômage. Selon des calculs qui sont pas simples, on peut dire qu'en France, aujourd'hui, il faut qu'on ait une croissance de 2% pour que le chômage baisse. En clair, on est dans la merde. Si ces calculs sont pertinents, ça pose plusieurs problèmes. À long terme, si vraiment on est obligé de produire tous les ans 2% en plus pour faire baisser le nombre de chômeurs, déjà en termes d'environnement c'est pas top, parce que ça veut dire qu'on aura toujours besoin de plus de ressources. En plus, si on crée que des emplois précaires, c'est pas génial non plus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intègrent dans la mouvance de la décroissance. L'idée, lancée notamment par le rapport Meadows en 1972, est qu'il faut arrêter de se focaliser sur la croissance et changer en profondeur le fonctionnement de nos économies pour mieux répartir la production et arriver à un modèle plus soutenable. On est d'accord que si ça se fait, ça se fera pas demain. Ça demande des changements structurels longs et pas faciles à mettre en place. Comme en plus la majorité des gens ne pensent pas que la décroissance soit nécessaire, eh bien on en revient à la question de court terme, à savoir comment on la relance, cette foutue croissance. Là-dessus, deux écoles s'affrontent. Comme il y a un enjeu politique assez lourd et difficile là-dessus, je vais essayer de vous présenter tout ça de la manière la plus neutre et la plus objective possible. Les économistes de l'austérité sont de sombres connards qui mangent les enfants et qui... Non, excusez-moi. Neutre, on a dit. Neutre et objectif. Pour rester neutre et simple, je vais me focaliser sur une seule industrie, les fabricants de balais. Ah, mais c'est pas intéressant. Ah, mais pardon. L'industrie du balai volant. Ah ouais, d'accord, c'est classe. Donc imaginons que c'est la crise. Les usines de balais volants ferment, les ventes chutent, c'est pas la joie chez les sorciers. C'est là qu'arrivent les économistes qui défendent l'austérité, influencés notamment par l'économiste américain Milton Friedman. Selon eux, le problème central, c'est que les entreprises qui produisent des balais magiques n'ont pas assez d'argent pour investir, et que les investisseurs n'ont pas confiance dans l'économie. Du coup, pas d'argent et pas de confiance, ils n'investissent pas, ou mettent leur argent dans des chaudrons, et c'est de l'argent qui ne crée pas d'activité. Pour ces économistes, l'État doit réduire son rôle, baisser les impôts pour que les usines de fabrication de balais aient plus d'argent, et rembourser la dette publique pour renforcer la confiance. Du coup, les investisseurs vont investir, on va rouvrir les usines, embaucher du monde, le chômage va baisser. Comme les gens retrouvent du travail, ils ont de l'argent pour acheter des balais, et ça crée des débouchés pour la production de nouvelles usines. Les économistes de la relance, eux, disent que c'est des conneries. Influencés par l'économiste anglais John Maynard Keynes, ils disent que le vrai problème, c'est pas les entreprises, c'est le manque d'argent des consommateurs. Selon eux, il y a une crise car les sorciers n'ont pas d'argent pour s'acheter des balais, même des balais pas volants. Du coup, les entreprises voient qu'elles produisent trop par rapport à la demande et réduisent la production en fermant des usines. Pour les économistes de la relance, il faut que le gouvernement investisse, car les entreprises ne le feront pas tant qu'il n'y aura pas de demande. Du coup, il faut que le gouvernement donne de l'argent aux sorciers pour qu'ils puissent acheter des trucs et relancer la demande. Par exemple, l'État peut donner de l'argent par l'aide sociale ou lancer des grands travaux. Il peut construire un nouveau stade de balais volants, et pour ça, il embauche des milliers de maçons, charpentiers, etc. Ceux-ci ont de l'argent en plus pour acheter des balais. Du coup, les entreprises qui fabriquent des balais rouvrent les usines, embauchent du monde, et la demande repart encore plus. La crise est finie. Bien sûr, dans les faits, ces beaux modèles ne marchent pas aussi bien que ça. Par exemple, en 2008-2009, pour répondre à la crise, la plupart des pays du monde ont mis en place des politiques de relance. Mais ça a coûté très cher et ça a creusé la dette publique, même si ça a permis d'atténuer les effets de la crise pendant quelques temps. Aujourd'hui, on suit des politiques d'austérité. Mais pour l'instant, la croissance ne redémarre pas. Et même si effectivement la dette de l'État augmente moins vite, on a aussi le chômage et la pauvreté qui augmentent. Même le Fonds monétaire international dit que l'Europe a fait trop d'austérité. C'est dire. Il y a donc différents modèles de croissance, influencés par les théories économiques. Ils ont tous des conséquences sur la société et sur l'environnement qui sont différentes et qui doivent être prises en compte. Le choix d'un modèle de croissance, avant tout, c'est un choix de société. Voilà, c'était le deuxième épisode du Geekonomist, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez encourager la croissance de la chaîne, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire ou me suivre sur Facebook. Si vous avez envie aussi d'approfondir un peu tout ce qui a été dit pendant la vidéo, il y a des liens dans la description pour vous apporter d'autres éléments. Si vous ne vous sentez pas d'approfondir la question, eh bien, n'oubliez pas, ce n'est que de l'économie. C'est forcément plus simple que ça en a l'air.
À bientôt. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar bill.